vendredi. Comment même ça? Franchement, c'est mon premier vendredi. Je note un changement d'ambiance. Ah oui, mais pas de cravate, rien, tout est des vendredis, on est un peu déjà en week-end, nous, si vous voulez. On est dans cette ambiance-là. Ça va, Philippe, après ce que tu as entendu tout à l'heure? Pardon, j'ai toujours rêvé d'être médecin, donc pour le coup, je m'y suis cru. Un peu de Michel Simon. Il faut vous voyez Philippe Godin, c'est le chef du service actualité, vous l'avez dit tous. Monsieur Godin, s'il vous plaît, quelles sont les news qu'il ne fallait pas rater cette semaine? On va se semaine? concentrer, les news qu'il fallait pas rater cette semaine, exactement. Et on va commencer comme tous les vendredis avec le mot de la semaine, le mot le plus demandé sur Internet ces 8 derniers jours. Et il s'agit, regardez, de Formule 1 Grèce. 2 mots qui ont créé la polémique. En fait, ce sont ces maquettes qui ont créé la polémique. Regardez bien les maquettes qui sont la preuve que la Grèce veut bien s'offrir un circuit de Formule 1 pour 2015-2016. Parfaitement, la Grèce qui travaille sur ce projet. Le gouvernement l'a confirmé. Il pourrait débloquer, il pourrait débloquer 30 millions d'euros. Ce serait un tiers de la somme qu'il faudrait au total pour construire ce fameux circuit de Formule 1. Alors évidemment, ils sont fous. C'est la question qu'on se pose quand on sait qu'on est en pleine crise économique en Grèce, que les Grecs n'arrivent pas à boucler leur fin de semaine. Évidemment, ça fait beaucoup de colère. Ici, on a faim et le gouvernement nous amène Ferrari. Ils se foutent de nous. Le gouvernement qui explique que ce projet permettrait de créer 5000 emplois pérennes. Ça permettrait de redonner un essor à la Grèce. En même temps, on sait qu'en France, on a arrêté la Formule 1 parce que justement, ça coûtait beaucoup trop cher. Alors on verra si ça ira au bout ou pas. Oui, et puis on verra si Bernie Ecclestone, ça l'intéresse, parce que lui, son objectif, c'est de mettre le plus d'argent possible dans ses poches. Je suis pas sûr qu'en Grèce, ce soit le bon choix. C'est pas sûr. On en vient au feuilleton de la semaine. Allez, un match, des paris et beaucoup de soucis. Le handball dans la spirale, vous le savez, cette semaine. Des joueurs renommés et respectés ont maquillé la réalité, alors qu'en parier n'est pas triché, c'est le feuilleton de la semaine. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans l'actualité. Notre feuilleton cette semaine. C'est un coup de tonnerre pour le sport français. Une véritable déflagration. Plusieurs joueurs de l'équipe de handball de Montpellier ont été interpellés. Interpellation à grand spectacle. À l'issue du match PSG-Montpellier. 17 personnes interpellées. Des soupçons de matchs truqués et de paris arrangés pèsent sur plusieurs personnes. Quel scandale si maman savait ça. Au cœur de l'affaire, le match Cesson-Montpellier le 12 mai dernier. Ont-ils misé sur une défaite de leur équipe? On n'a qu'à parier sur un match, on fait semblant de perdre. C'est vrai, je suis déshonorée mais si contente. Parmi ces joueurs, la star, le Zidane du handball, Nicolas Karabatic. Nicolas Karabatic. Le meilleur joueur de l'histoire du handball tricolore. C'est des super champions, des invincibles. C'est l'incompréhension, la stupéfaction. Les Montpelliérains n'en reviennent toujours pas. C'est un choc. Là, on tombe des nuls. Je trouve que c'est idiot. Ils étaient cités en exemple des sportifs intègres. Champion olympique, champion du monde. Les gens sympathiques, mais les malfrats aussi sont sympathiques parfois. Aujourd'hui, ce sont des parias. Le hand français vit depuis hier dans le psychodrame et l'énervement. Vous êtes cassé les couilles avec vos trucs là. Toi, t'arrêtes de filmer. Écoutez, tout va bien. Les joueurs auraient reconnu une partie des faits. Est-ce que j'ai parié? Non, je n'ai pas parié. Est-ce que ma copine a parié? Oui. M'a-t-elle mise au courant? Oui. Non, vous êtes fou, c'est pas moi. Nicolas Karabatic a été à son tour mis en examen face au juge. Il a fondu en larmes. L'équipe de Montpellier, ou plutôt ce qu'il en reste, joue ce soir face à Toulouse. Ils ont crié ensemble avec rage, on gagne pour l'honneur. Les applaudissements, Tony Truant, ça n'a pas franchement plu à l'entraîneur. T'as pas envie d'être les martyrs du handball français et de se faire applaudir dans toutes les salles. Qu'importe l'issue judiciaire, le club devrait perdre beaucoup, financièrement et surtout sportivement. La feuilleton réalisé avec le très talentueux Yves-Marie Bouguenet, comme toutes les semaines. Ce qu'il faut lire cette semaine dans les kiosques. Allez, la crise en vrai et en photo. Au-delà des mots, à quoi ressemble concrètement la crise économique? Eh bien, le magazine Polka, magazine de photojournalisme, est allé à la rencontre de plusieurs familles, de leur quotidien, des familles en France, en Espagne et en Grèce. 3 pays différents et pourtant vous allez voir les situations sont assez proches. Au final, regardons, on va d'abord aller en France à Aulnay, là où l'usine Renault doit fermer, à la rencontre de cette famille, Alison et Hervé. Regardez, tous les deux, ils vont s'échanger un baiser devant les grilles de leur usine. En fait, l'un commence son service, l'autre le termine. Comme ils n'ont pas les moyens de se payer une nounou pour garder leur fils de 5 ans, eh bien ils ont des horaires alternés. Au final, ils se croisent 3 heures la nuit dans leur lit et c'est tout. Le reste du temps, ils essayent quand même d'accorder un peu de loisirs à leur fils. Des loisirs, mais jusqu'à quand? C'est toute la question qui
qui se posent. Quel avenir pour leur progéniture? C'est la même question qu'il y a dans la tête de ce jeune couple grec, regardez, qui donne le bain à leur fille à la lueur d'une lampe à gaz. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus les moyens de se payer l'électricité. Ça fait 5 mois que ça dure. Ce qu'ils demandent, eux, c'est 5 € par semaine pour survivre. Ça leur suffirait à eux. C'est tout ce qu'ils demandent. Même ça, ils n'arrivent pas à l'avoir. Troisième pays où il y a ces photos du magazine, c'est l'Espagne, où on découvre cette famille. Et c'est pas vraiment mieux pour eux. Eux, ils sont toreros de génération en génération. Sauf que voilà, les villes, elles ont plus d'argent. Du coup, elles organisent 2 fois moins de corridas. Et du coup, les toreros sont 2 fois plus au chômage. Le souhait du père, c'est que ses enfants ne fassent surtout pas le même métier que lui. Sauf qu'il se dit, oui, mais quel métier je leur dis de faire pour qu'ils aient du travail demain? Il ne le sait pas. C'est passionnant. C'est dans Polka ce mois-ci. C'est vraiment un très, très beau magazine en photo. Et puis dans les kiosques, une nouveauté cette semaine. Oui, une nouvelle formule de courrier international avec une maquette plus claire, plus lisible, plein de nouvelles maquettes pour essayer de toujours regarder le monde avec un regard un peu décalé. Il y a beaucoup de nouveautés sur les tendances, sur la consommation, sur les nouveaux usages, sur la culture. On a souhaité remettre de la vie dans le courrier et aller au-delà de la simple vie politique ou diplomatique. Donc c'est un courrier plus moderne et à mon avis beaucoup plus vivant. Voilà, beaucoup plus vivant et dans ce numéro de cette semaine, j'arrive à le dire, un gros dossier sur la Chine et puis un feuilleton qui commence sur les États-Unis, comment se passe la campagne américaine et comment la population réagit à la campagne américaine. C'est donc Courrier International. Et c'est justement l'image de la semaine. Et oui, quelle image ont-ils donné d'eux-mêmes? C'est la question qu'on pourrait se poser, vous le savez, cette semaine. Obama-Romney, c'était le duel, l'affiche du premier débat présidentiel aux États-Unis, un débat sur les questions économiques. When the president took office, 32 million people on food stamps, 47 million on food stamps today. Economic growth this year slower than last year, and last year slower than the year before. The approach that Governor Romney is talking about is the same sales pitch that was made in 2001 and 2003. And we ended up with the slowest job growth in 50 years. Alors ce débat peut-il faire perdre Barack Obama? Eh bien pour en parler, François Durper, bonsoir, historien, spécialiste des États-Unis, nous a rejoint et c'est votre invité. Exactement, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors depuis 48 heures, tout le monde le dit, ça c'est acquis, Mitt Romney a été le grand gagnant de ce débat. Est-ce qu'avec un peu de recul, on peut dire que du coup, Barack Obama a vraiment, lui, beaucoup perdu dans ce débat? Oui, il a beaucoup perdu. Alors, en sondage, il faut attendre la semaine prochaine pour savoir si ça a des conséquences durables. En revanche, ce qu'il a beaucoup perdu, c'est qu'avant, il était le président et le seul présidentiable. Et il avait en face de lui quelqu'un qui faisait des gaffes, qui n'était même pas crédible. Et là, maintenant, il y a pas Mitt Romney n'est pas président, mais il est présidentiable. Ça fait tout oublier, ces gaffes passées. Changement d'image fort. Changement d'image très très fort, parce qu'il était meilleur, tout simplement, que Barack Obama. Alors, non seulement il n'était pas entraîné, on rappelle, ça fait 1400 jours qu'il n'avait pas fait de débat depuis 4 ans, depuis même il avait sous-estimé, il s'était sous-préparé, Barack Obama? Il était sans doute préparé, mais un peu comme les sportifs, la compétition, rien ne remplace la compétition. Comme en France avec les présidents sortants qui se représentent. Et donc et surtout, il a fait une erreur stratégique. Il s'est mis dans la posture du président, c'est-à-dire qu'il a regardé les Américains dans les yeux, il a cherché la caméra du regard, et Mitt Romney, lui, il a parlé à Barack Obama. Alors ça, normalement, ça marche très très bien, c'est comme ça que Kennedy avait battu Nixon, mais là, ça marchait pas parce que c'est le président en période de crise. Et donc, il est apparu vraiment hautain, comme celui qui voulait pas débattre, et en plus, il a fait des erreurs techniques, il cherchait la caméra des yeux, les Américains dans les yeux, il les trouvait pas, donc c'était pas terrible. Donc au total, ce qui est difficile pour lui, c'est que chez les indépendants, parce qu'en fait c'était pas pour 95% des Américains, ils savent déjà pour qui ils vont voter, mais chez les indépendants, 5%, eh bien c'est vraiment Mitt Romney, c'est un raz-de-marée pour Mitt Romney. Donc ça c'est un peu dangereux. Il a rien tenté, il n'a pas été agressif. Alors c'était peut-être aussi parce que c'était le débat sur les questions économiques, c'est son point faible, la crise économique, le chômage. C'était là que c'était le plus difficile pour lui, c'est là où il a le plus à convaincre. Mais sur le dossier technique, il n'était pas mauvais. Si on lit le débat, ils sont dossier technique contre dossier technique, ils maîtrisent tous les deux, c'est le président, il sait exactement de quoi il parle. Il y avait vraiment quelque chose de très 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 fort, on voit la place de l'État fédéral. Chaque fois qu'il y avait une question, l'un disait l'État fédéral, l'éducation, c'est l'État fédéral, l'autre disait non, ce sont les États. Et il est très très habile, Mitt Romney. Vous vous souvenez que Mitt Romney, il avait un problème, c'est qu'il avait fait l'assurance santé dans son État, le Massachusetts. Donc il passait pour un flip-flop, pour quelqu'un qui ne sait pas trop... Il critique Obama sur le plan national et il fait la même chose dans son État. Et bien là, il s'en est sorti par une pirouette. Il a dit oui, mais c'est parce que il faut le faire au niveau de chaque État. Donc il est le défenseur du droit des États. On sait que les États-Unis sont des États-Unis. Voilà, on se pose quand même une question. Est-ce que la magie Obama, elle n'a pas un peu disparu? On va peut-être l'illustrer avec une petite séquence. There are a lot of points I want to make tonight.
but the most important one is that 20 years ago I became the luckiest man on earth because Michelle Obama agreed to marry me. And so I just want to wish, sweetie, you happy anniversary and let you know that a year from now we will not be celebrating it in front of 40 million people. And congratulations to you, Mr. President, on your anniversary. I'm sure this was the most romantic place you could imagine, here with me. So congratulations. Il y a deux choses intéressantes là. Un, Barack Obama en 2008, on aurait trouvé ça génial. On aurait dit c'est drôle, c'est populaire, il est proche des gens. Aujourd'hui, on trouve ça beaucoup gros, très gros, la grosse ficelle de la communication, et puis l'humour de Mitt Romney. Oui, c'est Patrick Stewart, qui est politologue à l'université de l'Arkansas, dit celui qui gagne la bataille de l'humour gagne le débat. Et là, c'était joué en 15 secondes. Il a commencé avec... on est au tout début du débat. Oui, il s'était préparé. Il avait la phrase préparée, Mitt Romney avait préparé. Il sait aussi que c'est l'anniversaire de mariage d'Obama. Il sait qu'il va dire ça et il fait rire le public et c'est fini pour Barack Obama. Vous qui connaissez bien les États-Unis, on se posait la même question pour Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle. Comment est-ce qu'il peut renouer le lien avec le peuple? Comment Barack Obama, lui, peut reprendre ce lien, recréer la magie? Alors là, c'est quand même différent. D'abord, premièrement, Barack Obama est encore très en tête dans les sondages. Il est très en tête au niveau national et il est surtout très en tête dans chaque État. Il a plus de 9% dans les États clés. Et puis surtout, il y a eu une différence stratégique entre Nicolas Sarkozy et Barack Obama. C'est que Nicolas Sarkozy disait, on l'a entendu tout au long des dernières semaines, j'aurais pu faire ça, mais la crise. J'aurais dû faire ça, mais la crise. Lui dit... Il y a la crise, mais j'ai fait ça. C'est tout au long de ce débat. C'est pour ça qu'il a pas Mitt Romney a gagné, Barack Obama n'a pas vraiment perdu. Il a toujours dit, voilà, nous avons fait ça, nous avons réussi à faire ça. Donc ça veut dire que le bilan de Barack Obama est jugé mitigé, mais pas tellement négatif par les Américains. Votre pronostic, pour finir? Je suis historien, donc en 2008, pour qu'on puisse Barack Obama a battu John McCain. D'accord, ce sera ça l'indice que vous nous donnez. Il est clairement Barack Obama. Mais si Romney n'avait pas été bon sur ce débat, on aurait dit Romney a perdu l'élection. Non, parce qu'en 1976, Gerald Ford a gagné. Il était dans la position d'Obama. Il a gagné le premier débat. Il a perdu le deuxième avec la bourde monumentale de l'histoire des États-Unis. Il n'y a pas de domination soviétique en Europe de l'Est. Et il a perdu l'élection. Mais en général, un président, après un temps de crise, il s'en va, c'est terminé. Ce serait exceptionnel que Barack Obama résiste à ça. C'est clair que si Barack Obama est réélu, il est le seul candidat président sortant à ne pas être sorti. Et pour le moment, jusqu'à ce que les sondages s'inversent, on peut dire que les Américains ne sont pas enthousiastes à l'idée de réélire leur président, mais ils sont encore moins enthousiastes à l'idée de le remplacer par Mitt Romney. Merci beaucoup François Durper. Et pour tous les détails sur les États-Unis, sur les élections, on renvoie aux États-Unis pour les nuls chez First Edition. Et pour les autres. Et pour les autres aussi, pour ceux qui connaissent déjà. Allez, pour les bonus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va poursuivre avec le rendez-vous du week-end. Oui, pour sortir un peu de la politique, ce week-end, c'est la Nuit Blanche, 11e édition. Alors à Paris, si vous êtes de passage à Paris, mais pas que. Maintenant, la Nuit Blanche, ça s'est exporté un peu partout en province avec des événements culturels qui concernent tout le monde. Nuit Blanche est un événement magique concernant bien sûr la capitale et cette année surtout le Grand Paris et puis une logique nationale avec Metz, Amiens, tout le monde est de la partie. La Nuit Blanche est tout sauf un art élitiste, il faut venir sans aucune barrière, il faut se laisser séduire. Il y a bien sûr des moments un peu politiques, des moments qui questionnent la société, mais tout ce qui réunit toutes ces nuits blanches, c'est le fait de partager un moment de création artistique ensemble. Et ben voilà, si vous ne savez pas quoi faire samedi, vous allez vous balader dans les rues. On y va. Merci beaucoup Philippe et très bon week-end. Merci à vous aussi.